Donc voilà, donc c'est la deuxième partie pour la présentation du programme de géographie. Alors dans cette deuxième partie, je vais travailler en 3 temps. Le premier temps, ça va être un petit jeu de questions-réponses, mais c'est moi qui fais poser les questions pour une fois. Vous allez répondre et à partir de vos réponses, je vais pouvoir vérifier si le message de la première partie du programme est bien passé. Un deuxième temps où je vais vous montrer des exemples de situations d'apprentissage pour la 5e année, et un troisième temps où je vais vous proposer de partager en tout cas des pistes sur ce que pourraient être des situations d'apprentissage en 5e année et comment ces situations d'apprentissage pourraient déboucher sur une planification des apprentissages à l'échelle de l'année. Voilà. Donc, je vais vous demander de vous connecter tous sur le WooClap qui se trouve dans le chat. Si certains viennent de se connecter, je vais le republier pour être sûr que tout le monde y ait accès. Donc, en fait, ce que je vais faire ici, je vais vous lancer une série de petites questions, mais une à une. On va faire le premier ensemble pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez sur votre écran que des questions sont apparues. Et donc, il est question de la connaissance des repères spatiaux qui visent prioritairement alors le développement de la culture générale. Vous avez 3 possibilités. Vous cliquez sur une des possibilités. Vous n'oubliez pas de cliquer sur valider en bas. La plupart d'entre vous avez répondu. Donc, je vais vous montrer ce qui a été répondu. Voilà. Donc, à 100%, nous sommes d'accord que la connaissance des repères spatiaux vise prioritairement la capacité à décrire des répartitions spatiales nouvelles. Je vous félicite. C'est la première fois que j'ai un groupe où vous répondez à 100% que ça à quoi servent les repères spatiaux. Quittez cette question. Donc, je vais pouvoir passer aux suivantes. Donc, j'attends au moins 29 réponses. Voilà, il manque encore un vote. On va faire avec. Je vais vous montrer les résultats du vote. Et donc, ici, c'est un peu plus partagé. Donc, on voit que 72% ont quand même répondu que ça se vérifie par la capacité, d'une part, à repérer des éléments et dans certains cas, de les représenter schématiquement de mémoire. Et donc, c'est comme ça que ça se vérifie. Donc, la dernière personne a répondu effectivement dans cette orientation-là aussi. Et donc, ce n'est pas uniquement la capacité à lire les répartitions concernées. En fait, quand on donne une carte de la population, cette connaissance, ce n'est pas uniquement par la vérification de la carte de la population, c'est aussi la capacité à repérer des espaces, à repérer des foyers et dans certains cas à représenter schématiquement, par exemple des reliefs, les élèves sont capables de les représenter schématiquement. Et donc en fonction du type de connaissances, ça va varier, c'est le point 3 qui était la réponse correcte. Voilà, alors à propos des notions, ça reste partagé hein, pour cette question-là. Quelqu'un qui a dit, qui a voté pour vrai, il justifierait ça comment ou il donnerait un exemple concret de notion avec un type de définition. Vous vous souvenez, dans les notions, je vous ai fait la distinction entre les connaissances déclaratives et un autre type de connaissances que j'avais appelé fonctionnelles. Et donc, je vous avais dit que les notions s'inscrivaient dans le domaine des connaissances fonctionnelles. Donc, je vous ai bien dit, on ne va pas demander de définition, on va simplement demander que l'élève puisse comprendre un texte qui fait référence à toute une série de termes spécifiques, ou bien quand l'élève parle d'éléments spécifiques, il utilise les bons mots. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on n'est pas ici dans une restitution de mémoire d'un ensemble d'éléments, puisqu'on est dans une connaissance fonctionnelle. Excusez-moi, dans la distinction entre concept et notion, si par exemple on parle de la mondialisation, la migration, là est-ce que migration et par exemple le concept de développement, est-ce que c'est pas quand même des notions qui doivent être quand même un peu connues par cœur à un certain degré? Alors s'il s'agit d'un concept, il n'y a pas non plus d'éléments, s'il y a des éléments de mémoire, mais qui sont des exemples là. Donnez-moi un exemple de migration importante.
Est-ce que nos élèves sont capables de donner un exemple de ce que veut dire le mot important quand je parle de migration? Eh bien, par exemple, combien y a-t-il de migrants aux États-Unis? Le document qui permettra de vous le montrer, voilà. Donc, voilà des chiffres pour 2017. Aux États-Unis, près de 50 millions de migrants, ce qui représente à peu près 15% de la population totale. Donc, vous voyez, quand je veux dire un exemple, c'est ça. C'est un exemple concret. Un élève qui sait que le nombre de migrants, c'est environ 50 millions aux États-Unis, que le nombre de migrants en Belgique, c'est environ un peu plus d'1 million. Si vous allez voir pour la France, on situe à peu près à 8 millions. Si vous allez voir pour la Chine, je ne dis pas qu'il faut connaître tous ces chiffres, hein. Je dis qu'il faut connaître au moins un si je veux donner un exemple de ce qu'est une migration importante. Parce qu'un élève qui sait qu'en Chine, il y a moins d'1 million de migrants et qu'aux États-Unis, il y en a 50 millions, il comprendra beaucoup plus vite pourquoi, aux États-Unis, la question de la migration est beaucoup plus prégnante qu'en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette connaissance d'exemple est un élément clé de la conceptualisation. Et donc, c'est ça qu'il va falloir faire apprendre à nos élèves, ce sont des exemples, l'un ou l'autre exemple, hein. Donc là, il y a effectivement des connaissances déclaratives à avoir, hein. Mais ce n'est pas la même chose qu'une notion. Voilà, ce n'est pas la même chose qu'une notion. Je ne demande pas à l'élève de me définir ce qu'est une migration. Mais je vais dire, voilà, on dit que la migration est importante, donne-moi un exemple qui montre qu'effectivement c'est important. Donc déjà, à ce stade-ci, je pense que ça vaut la peine de clarifier à nouveau la chose. Donc, quand on parle de conceptualisation, quelle est la nature de la connaissance en géographie qui est attendue? Ce que je viens de vous donner, c'était quoi? C'était quand j'ai parlé des États-Unis ou quand j'ai parlé de la Chine ou quand j'ai parlé de la Belgique ou de la France, est-ce que je vous ai défini des éléments? Des exemples. J'ai donné des exemples. Donc c'est assez important parce que très souvent on a fait étudier des concepts de mémoire aux élèves, mais cette restitution ne traduit pas la connaissance conceptuelle, ça traduit simplement chez l'élève la capacité à restituer des choses. Que quand l'élève connaît différents exemples par rapport à des sujets, on a une meilleure perception du fait qu'il est conceptualisé ou pas. Et donc non, effectivement, je ne demande pas de définir des éléments, je vais demander de connaître des exemples. D'accord? Et donc non, pour les notions, il n'y a pas de définition à donner non plus, ce sont des connaissances opérationnelles. Et donc l'intérêt dans le cours de géographie de multiplier les observations des cas, c'est que vous donnez autant de chances aux élèves de connaître des exemples différents, et donc vous leur donnez autant de chances de pouvoir mieux conceptualiser. Au plus ils auront des exemples en tête, au plus leur conceptualisation de sujets sera importante. Alors toujours dans le domaine des savoirs, mais ici à propos des modèles spatiaux, 68% ont effectivement identifié que effectivement, la connaissance du modèle spatial, ça vise vraiment à pouvoir y faire référence pour expliquer ou pour justifier des répartitions spatiales nouvelles. Donc je suis devant la répartition du phytoplancton, eh bien, c'est parce que je connais des modèles spatiaux par ailleurs que je peux vous dire que le phytoplancton se trouve à certains endroits et ne se trouve pas à d'autres. Et donc les chaînes de causalité, par exemple, je vais faire référence à la circulation atmosphérique, je n'ai pas besoin de faire référence à l'effet Coriolis pour pouvoir travailler sur l'approche géographique et pour pouvoir expliquer la répartition du phytoplancton. Pour expliquer la répartition du phytoplancton, je fais simplement appel au modèle en lui-même tel qu'il est. Mais tout ce qui sous-tend ce modèle, c'est certainement très intéressant, mais là, ça relève du domaine physico-chimique. Et donc, ça relève du cours de physique ou du cours de chimie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en parler en géo, hein. Donc les chaînes de causalité, allez-y tant que vous voulez, mais ça n'est pas attendu. Alors, à propos des savoir-faire, voilà les résultats. Donc effectivement, les savoir-faire en géographie visent explicitement la capacité à lier des représentations d'espace ou à pouvoir communiquer avec des représentations d'espace. Par exemple, il n'y aura pas comme savoir-faire un schéma fléché. Il n'y aura pas dans les savoir-faire des questions relatives au texte. Donc les savoir-faire ne visent que les représentations de l'espace. Et donc ça, c'est aussi nouveau, c'est ce que j'avais dit hier, c'est nouveau par rapport à l'ancien programme où il y avait des savoir-faire de nature très différente. Ici, on a recentré les savoir-faire sur les spécificités des outils de la géographie.
Les textes et les schémas fléchés sont des savoir-faire très intéressants que vous pouvez sans aucun problème mobiliser, mais ils ne relèvent pas de la formation géographique. Je pense que le message est relativement bien passé, effectivement. Le programme, il autorise de travailler en classe avec le savoir-faire que vous voulez. Je pense que la plupart, vous avez bien compris qu'il y avait une très grande liberté de l'action en classe. Là où la liberté elle est beaucoup plus cadrée, c'est par rapport à ce qui est attendu des élèves. Mais donc en classe, si vous voulez travailler avec un schéma fléché parce que vous trouvez que c'est une belle manière de structurer par exemple les apprentissages, surtout vous n'hésitez pas. Alors comment est-ce que vous allez savoir si votre outil est performant? Mais vous le verrez à la qualité des résultats. Si en utilisant des schémas fléchés, vos élèves apprennent mieux, vous continuez à utiliser des schémas fléchés. Alors à propos des compétences, on arrive à la fin. Donc, les réponses sont relativement rapides, on n'est pas encore arrivé au bout, mais elles sont très rapides et elles vont bien. Effectivement, vous avez compris que les compétences étaient exprimées à travers des tâches dans le programme actuel. Alors, à propos de l'évaluation, voilà les résultats actuellement. Donc, globalement, vous avez bien compris qu'effectivement, on évalue 3 types d'éléments en géographie, distinctement si ça s'avère nécessaire. Quand on dit distinctement si nécessaire, ça veut dire que, par exemple, je fais une évaluation de compétences dans laquelle je mobilise implicitement des savoirs et des savoir-faire. Et je vois que tous mes élèves réussissent bien. Je n'ai plus besoin d'aller évaluer distinctement les savoirs et les savoir-faire qui étaient concernés, puisque même implicitement, tous les élèves ont bien répondu. Par contre, si je suis en difficulté dans le cadre de l'évaluation d'une compétence, où j'ai mobilisé implicitement des savoirs et des savoir-faire, et je vois que j'ai 50% d'échecs, là, ça vaudrait peut-être quand même la peine d'aller vérifier si cette part d'échec, elle est liée à une maîtrise de savoir ou de savoir-faire, ou alors à la mobilisation implicite que la compétence implique. Et donc, à ce moment-là, je vais reprendre ces savoirs et savoir-faire et les évaluer distinctement. Alors, le troisième, la toute dernière question formelle par rapport au programme. Voilà, sur 26 réponses, 27, c'est toujours assez partagé. Quand on lit les tâches, la première partie où il faut décrire et mettre en lien, là, on est dans des supports qui sont des supports exclusivement cartographiques. Par contre, quand vous allez voir les compétences qui sont spécifiques au 3e degré, donc en 5e et en 6e année, les compétences qui relèvent de par rapport à la mondialisation ou par rapport aux migrations ou par rapport au développement durable, là, dans toutes les tâches, on dit à partir de documents variés, y compris des cartes. Donc on veut qu'il y ait toujours des représentations de l'espace. Au 2e degré, on ne travaille qu'avec des représentations de l'espace pour exercer les tâches. Au 3e degré, on va travailler avec des supports variés, y compris des cartes. Et donc, au 3e degré, les compétences ne sont pas exclusivement travaillées à partir de cartes. Pour le fun, je vous pose 2 ou 3 autres petites questions pour vous montrer ce qu'on peut aussi faire avec le BookLab au niveau de la géographie, à partir des choses que j'ai abordées dans le cadre de la première partie du programme. Voilà vos réponses. Donc c'est un petit peu en zone dispersée, mais enfin ça vous montre aussi, on pourrait faire ça en classe pour vérifier si les élèves ont bien repéré un élément. Bon, je l'ai évoqué, mais à la vitesse de l'éclair hier, donc ça a été, j'ai dit, ben voilà, c'est un endroit qu'on appelle de plus en plus le triangle d'or. Et donc si vous voulez retrouver le triangle d'or, et donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle de plus en plus le triangle d'or. Une autre petite question pour la route. Et donc là, c'est une question d'association. Donc vous avez 3 vues de l'espace, et je vous demandais d'associer chacune des vues, chacune des organisations spatiales qu'on peut deviner à un pays. Il n'y a pas de piège, donc j'ai été chercher ces vues dans ces 3 pays, et je les ai montrées hier dans le cadre de la présentation du programme. Voilà vos réponses. Tout n'y est pas encore, mais enfin, vous voyez un peu l'idée. Et donc, effectivement, cette organisation-là, elle est prise en Flandre. Cette organisation-là, elle est prise en Chine. Et cette organisation-là est prise en Inde. Vous vous souvenez, je vous avais évoqué ces zones de forte densité de population avec des localités
avec un habitat très dense, dans un océan de culture. On voyait la même chose en Chine et en Inde. La différence en Inde, c'est que les champs ne sont pas découpés en lanières. C'est ce qui permet de le distinguer par rapport à la Chine. Et en Belgique, là, on a beaucoup plus affaire à un mitage, c'est-à-dire que l'habitat va se disperser beaucoup plus à travers les terres cultivées. Voilà, donc je clôture ici mes questions par rapport au programme. Alors, j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à cet échange. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? C'est amusant. C'est excitant. Ça donnait une impression d'être dans le supérieur en examen. Voilà, mais donc vous pouvez faire ça avec vos élèves, hein. Même vous voyez qu'en direct, en fait, les élèves, ils auraient besoin d'un smartphone pour répondre à ça, hein. Maintenant, vous pouvez le faire en classe, mais vous pouvez le faire aussi en différé, hein. Vous pouvez leur dire, ben voilà, ce soir à 18 h, rendez-vous à telle adresse, je vais vous poser quelques petites questions. Et c'est peut-être aussi juste pour préparation, pas nécessairement pour sanctionner les élèves, hein. Ça peut être simplement pour évaluer, comme moi je l'ai fait ici, parce que je savais bien qu'il y avait des choses qui allaient poser problème. Je sais bien qu'après une première présentation, il y a encore des questions qui se posent, il y a encore des compréhensions, enfin des éléments à clarifier au niveau de la compréhension. Et donc je pointe les éléments qui me semblent être les plus problématiques. J'interroge dessus simplement pour éveiller l'attention par rapport à ces sujets-là. Donc c'est clair que si maintenant je repasse le WooClap, je suis sûr que vous allez à 100% répondre à chaque fois, enfin donner les bonnes réponses. Donc, vous voyez, donc ici, l'évaluation que je vous ai proposée, c'est aussi une stratégie que je vous donne par rapport à la formation en géographie. L'évaluation que je vous ai proposée, ce n'était pas une évaluation de sanction, c'est vraiment une évaluation à une valeur, qui a une valeur formative. Et donc, quand on dit qu'une évaluation est formative, ce n'est pas uniquement pour mettre des points dans le TJ, pour afficher, c'est vraiment, je vais poser des questions parce que je sais qu'en posant ces questions, il y a toute une partie des apprenants qui vont apprendre encore plus. Et je sais qu'il y a des éléments qui posent problème dans l'apprentissage, je pointe ces éléments à travers mes questions pour lever ces difficultés, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir attirer l'attention sur ces difficultés. Et donc voilà vraiment une évaluation qui est au service de l'apprentissage. Et pas une évaluation au service de points dans un bulletin. Moi, j'ai quand même une question par rapport au fait que vous disiez qu'au deuxième degré, on ne travaille qu'avec des cartes ou avec on peut travailler aussi dans les évaluations avec des cartes et des textes ou à poser des textes et des cartes ou utiliser où il faut partir vraiment. L'idée, c'est de partir vraiment que du support carte en fait pour les évaluations au deuxième degré. Donc, pour ne pas qu'il y ait de malentendus, quand j'ai dit qu'au deuxième degré, on ne travaille qu'à partir de support, enfin de représentation de l'espace, hein, pour être plus général, c'est quand on exerce des tâches. Et donc, on va pouvoir vérifier la connaissance des savoirs, notamment avec d'autres supports que des cartes, hein. Mais les tâches même, au deuxième degré, c'est à partir de supports cartographiques. Donc, si vous voulez retrouver à quel endroit du programme c'est indiqué, je vais vous repartager mon écran. Je vais dans le programme, je vais en 5e année. Donc, je vais prendre en 4e année pour prendre au deuxième degré, pardon. Je vais dans les tâches. Donc, vous allez voir ici que c'est sur base de représentation de l'espace familière et diversifié. Si vous allez en 5e année, vous verrez qu'au niveau des tâches, pour ce qui est de la démarche géographique, on est bien sur base de représentation de l'espace familier et diversifié. Quand il s'agit de compétences plus transversales par rapport aux enjeux, sur base de documents familiers variés, y compris des représentations de l'espace. C'est ce qui est indiqué là. Voilà, alors s'il n'y a plus de questions de clarification par rapport au programme, maintenant je vais vous montrer des propositions que l'on fait par rapport à la mise en place de tous ces attendus. Et donc dans le programme de géographie, donc ici, on propose une série de situations d'apprentissage. Alors, ces situations d'apprentissage, elles visent à développer des compétences, c'est-à-dire des types de tâches, ces situations, des types de tâches, mais aussi la connaissance de savoir et aussi la connaissance de savoir-faire. Alors, on a proposé quelques exemples de situations pour vous donner quelques idées. Toutes ces situations sont construites de la même manière. Je vais en prendre une dans le cadre des tâches. Elle traite de la question de la radiation solaire en kilowatts par mètre carré. On propose les supports documentaires. Donc ici, on va travailler à partir de l'Atlas des énergies renouvelables. Je l'ai ouvert pour éviter que son ouverture ne prenne trop de temps. Enfin, je pensais l'avoir ouvert. Ah oui, voilà, je l'ai ouvert ici. Donc c'est l'Atlas IRENA.
L'Atlas des énergies renouvelables, c'est vraiment la référence en termes des supports numériques à propos des énergies renouvelables. Donc, je vous rappelle que sur le programme de Géo, si vous cherchez des ressources numériques par rapport à différents sujets, il y a une base de données des outils numériques qui a été progressivement construite et qui se trouve à cet endroit. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, si vous allez dans la liste des géoportails, vous allez trouver un nombre assez important de supports numériques. Si vous voulez, par exemple, travailler sur le solaire, voilà. Et donc, j'ai tapé juste Solar ou solaire, vous allez plus loin, peu importe, et vous allez voir, et notamment l'Atlas IRENA et tous les autres supports numériques qui traitent du solaire. Si vous voulez la culture du riz, par exemple, vous tapez riz, et vous allez voir tous les supports numériques, vous allez trouver la carte de la production du riz. Et donc, il y a à peu près 160 ou 170 géoportails qui ont été recensés ici et qui sont des supports qui sont assez intéressants pour la formation en géographie. Donc, les situations d'apprentissage, on vous donne des supports documentaires. On a fait le choix de prendre des supports documentaires en ligne, c'était plus facile à partager. Si vous me dites, mais moi je n'ai pas de connexion Internet en classe, c'est assez rare, hein, puisque même si vous n'avez pas le fil, normalement la 3G ou la 4G passe, donc vous savez de toute façon l'afficher, ce n'est pas nécessairement un problème. Si vous n'avez pas un projecteur, bien vous en demandez un. Sinon, vous prenez un petit projecteur portable et vous projetez en classe. Et si vraiment, malgré tout ça, vous me dites non, je n'arrive toujours pas à avoir une projection en classe, eh bien vous photocopiez cette carte et vous la donnez aux élèves. Voilà, donc les supports numériques, on peut les utiliser même si on n'a pas de moyen de projection dans la classe. À ce moment-là, on passe par la version papier. Donc on vous donne les supports documentaires. Donc ici, il s'agit de l'Atlas des énergies renouvelables et puis un atlas numérique de 4e année. Donc même s'il est prévu pour la 5e année, peu importe. Hein. J'ai travaillé avec celui de 4e année parce que les couches spatiales s'y trouvaient. Et alors on donne des consignes. Donc la consigne, c'est en observant la carte de la radiation solaire à l'échelle de l'Afrique, on se rend compte que la répartition est influencée par d'autres paramètres que la latitude. Effectivement, quand on regarde la carte ici, on va voir que au plus c'est foncé, au plus la radiation solaire est importante. Hein. Donc on va voir qu'à l'équateur, la radiation solaire, au niveau du sol, est plus faible qu'au tropique. Alors que si les élèves ont bien suivi tout le cours de géographie avant, ils ont vu que pourtant, le rayonnement solaire devait être plus intense à l'équateur qu'au tropique, hein, du fait de la sphéricité de la Terre. Et donc ici, la question qui est posée aux élèves, c'est d'abord, décrivez la répartition de la radiation solaire par unité de surface. Donc décrire en géographie, ça veut dire quoi? Ben, ici, ça va être décrire, donc il va rédiger un texte, et dans son texte, il va utiliser le vocabulaire adéquat et les repères spatiaux pertinents. Donc des repères spatiaux pertinents, ce sont ceux qui permettent de mettre en évidence les disparités spatiales. Et ensuite, ils vont aller dans l'atlas qui est proposé, celui de 4e année, et ils vont sélectionner 2 cartes qui pourraient être mises en lien avec la répartition de la radiation solaire. Alors, je ne doute pas de votre capacité à décrire la carte. Je vous suggère d'aller en classe et de faire l'exercice. Vous proposez cette carte aux élèves et vous leur demandez, en quelques minutes, de décrire en quelques lignes la répartition de la radiation solaire. Vous allez voir le résultat. Vous allez voir que la plupart de vos élèves vont être en difficulté. Et la principale difficulté que vous allez rencontrer avec vos élèves, c'est une difficulté qui est liée à la connaissance de repères. C'est-à-dire qu'ils voient bien où sont les choses, mais ils n'arrivent pas à le verbaliser. Ou quand ils vont le verbaliser, ils ne vont pas utiliser nécessairement les bons termes. Beaucoup vont encore vous dire au-dessus, en dessous, à côté d'eux, à gauche ou à droite. Vous allez leur dire, mais attendez, au-dessus, en dessous, c'est au nord de quelque chose ou au sud d'eux. Donc, utilisez les directions cardinales. Ensuite, pour être plus précis, utilisez des repères qui font sens par rapport aux répartitions. Et donc, on va voir que, par exemple, la répartition solaire dans l'hémisphère nord, à l'échelle de l'Afrique, elle est plus importante dans quel endroit? Activez votre micro et donnez-moi une réponse. Désert du Sahara. Donc, le désert du Sahara. Donc, vous voyez que ici, c'est un repère. Alors, vous allez supposer que tous vos élèves connaissent tous les repères en 5e. Donc, je vous invite à faire l'exercice. Donc, vous proposez la carte. Ce n'est pas un long temps de préparation. Hein.
Donc, vous projetez la carte au tableau, c'est l'idéal, évidemment, comme ça vous n'utilisez pas de papier. Vous donnez l'élève, il travaille avec sa feuille et son bic et il va me décrire la répartition. Et donc, à ce moment-là, vous allez vérifier si les élèves ont les repères spatiaux suffisants. S'ils ne les ont pas, vous retravaillez ces repères. S'ils les ont, vous passez à la suite. Alors, vous allez souvent voir qu'au départ, les élèves n'ont pas les repères spatiaux, alors je vous conseille de les inviter à travailler avec l'atlas papier. Donc, l'atlas papier, dans le cadre du nouveau programme de géographie, il a une fonctionnalité qui est assez intéressante. C'est qu'il va me servir de cadre de référence pour pouvoir décrire et apprendre mes repères. Donc, je vais dire aux élèves, prenez l'atlas papier et réalisez la description. À ce moment-là, l'élève, il va prendre la carte de l'Afrique et il va voir ça, il va aller voir en Afrique où c'est et il va commencer à mobiliser des repères pour décrire les choses. Et là, il va vraiment apprendre la notion de repère spatial pertinent parce qu'il va retenir le repère en fonction de la répartition. Oui. Donc, je ne vous fais pas faire cet exercice-là. Par contre, je vais vous faire l'autre exercice. Vous ouvrez l'atlas de 4e année et vous allez me sélectionner dans l'atlas 2 couches qui pourraient être mises en lien avec cette répartition pour la justifier. Juste une petite question. Oui. Habituellement, quand vous faites ce genre d'exercice, alors vous leur demandez de sélectionner des couches dans toutes les couches que vous avez sélectionnées, pas de faire des recherches dans le catalogue ARGIS, quoi. Oui, c'est ça. Je leur donne, bon, maintenant, vous pouvez aussi leur faire dans le catalogue, mais bon, certainement pas au 2e degré. Hein. Ouais. Je pense que au 3e, c'est pas évident. Et je pense même qu'ici, il y a un peu trop de couches que pour le faire. C'est parce qu'ici, c'est un atlas que j'ai fait pour toute la communauté. Mais si je devais travailler avec un nombre limité d'élèves, j'aurais fait un atlas avec une dizaine de couches pour ce cours-là, par exemple. Parce qu'autrement, on va perdre trop de temps. Hein. Vous voyez, ouais. Les grands réservoirs en eau, ça n'a évidemment pas beaucoup d'intérêt. Les grands barrages, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ok, merci. Quelqu'un peut me donner une idée de couches que je pourrais mobiliser? Les nuages. Donc, voilà les nuages en juillet et les nuages en février. Et effectivement, on voit qu'il y a une zone qui est couverte par des nuages, donc forcément, le rayonnement solaire arrive moins au sol, et donc forcément, la radiation solaire, elle va être plus importante dans les parties où la présence de nuages est en moyenne moins importante. Et donc, il y a un lien entre, en tout cas, pour expliquer la variation, je vais pouvoir faire appel à ce type de composante. Et donc, quand on va faire appel à ce type de composante, vous voyez que l'élève aussi, il va se remettre en mémoire le schéma de la circulation atmosphérique, les hautes et les basses pressions, évidemment. Et donc, c'est une belle opportunité pour retravailler un peu plus loin dans la structuration des apprentissages. Qu'est-ce que j'ai appris? Je me suis remis en mémoire les zones nuageuses qui sont en lien avec les hautes et basses pressions que l'on avait abordées dans le cadre du modèle de la circulation atmosphérique. OK? Vous avez une idée d'une autre couche qui pourrait être mobilisée? Les couches qui montreraient les déserts subtropicaux. Donc pardon, c'est une couche qui montrerait les déserts subtropicaux, la localisation des déserts subtropicaux. Donc je pourrais prendre une couche des zones climatiques. Climat. Il faut que je l'écrive correctement. Voilà, donc je pourrais travailler avec cette couche-là. Donc, je vous signale que si on travaille avec un atlas numérique ou n'importe quel SIG, vous pouvez faire des filtres pour mettre en évidence des zones climatiques. C'est vrai que analyser une carte de cette manière-là, même si je peux afficher la légende hein, ici, ce n'est pas nécessairement simple pour les élèves. Hein. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi la formation sur les atlas numériques, donc je vous montre quand même ce qu'on peut faire avec ce type de couche. Je clique sur les 3 petits points et je vais dans la table attributaire. Et donc, vous allez voir qu'en fait, les climats, ils sont définis par un nom. Donc, j'ai un nom pour le climat et donc je peux aller dans les options et faire un filtre, ajouter une expression et dire que le climat, et là, je peux aller mettre le nom. Je veux de climat, par exemple, voilà, je veux le climat aride, c'est toute l'année. OK. Donc là, il m'a sélectionné uniquement les zones avec un climat aride. Je pourrais demander les zones avec les climats arides et les zones avec les climats semi-arides. Donc, sélectionner l'aride et le semi-aride. Je clique sur les 3 petits points.
enfin, dont j'ai déjà la table attributaire ici, je vais dans les options, dans le filtre, et je vais ajouter une expression. Et donc, je pourrais reprendre le climat, et je vais ajouter que je veux aussi le semi-aride. J'attire votre attention ici que, comme dans toutes les questions qui se combinent, on va jouer avec le « et » le « ou ». Par défaut, il applique le « et ». Ça veut dire qu'ici, je vais sélectionner des zones où le climat est aride et semi-aride. Ça n'existe pas dans ma carte. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et donc, je dois ici sélectionner les entités qui correspondent à l'une des expressions et pas aux deux expressions. Je fais OK. Et voilà, j'ai la carte avec les zones arides et semi-arides. Donc, je vais voir que globalement, il y a effectivement un lien entre cette carte-là et la carte de la radiation solaire. Est-ce qu'il y a une troisième couche qu'on pourrait sélectionner? Les courants marins? Alors, on va essayer avec les courants marins. Vous voyez que pour rechercher des couches, je travaille avec les mots-clés. Hein. Ça m'évite de devoir parcourir la liste des couches parce que ça, c'est impossible. Hein. La liste va être beaucoup trop longue très rapidement et donc il faut vraiment apprendre aux élèves à travailler avec des mots-clés pour sélectionner. Et donc, de votre côté, quand vous créez un atlas numérique, puisque vous pouvez les créer assez facilement, c'est ne pas oublier de mettre toujours des mots pertinents dans le nom de la couche, de la manière à ce que l'élève puisse la retrouver avec des mots-clés. Donc voilà dans les courants marins. Quelle est la nature des courants marins qui permet de déterminer des endroits où il va faire plus sec? Les courants froids. Des courants froids. Et donc, ce serait intéressant aussi. Je vais faire la même chose. Je vais afficher dans la table attributaire et je ne vais sélectionner que les courants marins froids. Donc, je vais aller ici, vous voyez, je peux prendre température, chaud ou froid. Donc, je vais aller filtrer. Je vais ajouter un filtre et je vais dire que la température est froid. OK. Voilà, donc je n'ai plus que les courants marins froids. Les principaux, hein. Tous les courants ne s'y trouvent pas. Enfin, c'est assez intéressant. Hein. Puisque là, on va voir qu'il y a des anomalies qui apparaissent dans la répartition de la radiation solaire. Donc, il y a des endroits où il y a une forte radiation solaire. On va voir que cet endroit où il y a une forte radiation, c'est généralement parce qu'il y a moins de nuages, qu'on est évidemment à des latitudes généralement intertropicales, mais où il y a moins de nuages. Et quand il y a moins de nuages, c'est soit parce qu'on est dans des hautes pressions, les hautes pressions tropicales, ou avec des hautes pressions qui sont des hautes pressions issues de l'action des courants marins, donc du refroidissement de l'air à sa base. OK, mon exercice est terminé. Vous imaginez tout ce que les élèves ont appris avec ce petit bazar-là. Hein. Donc je n'ai pas fait un grand cours et je n'ai pas fait de grandes théories en géographie, ça ne m'a pas pris 3 mois. C'est une application qui va prendre maximum 2 heures avec les élèves. Et au bout de 2 heures, vous en avez au moins pour 2 heures à restructurer tout ce que les élèves ont appris, ont remobilisé avec ça. Il y a un petit peu l'idée dans quelle logique, en tout cas, le programme s'est inscrit, c'est de se dire, on veut que les élèves apprennent des choses, faisons des applications où on est certain qu'ils vont apprendre ces choses-là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais vous demander un tout petit exercice. En retournant sur le Padlet, je vais vous donner l'adresse. Il se présente maintenant comme ceci. Je vais vous demander de faire un petit post et de proposer une situation d'apprentissage qui vous viendrait à l'esprit pour le cours de 5e. Je dis, ben voilà, sur la base de, voilà, je vais leur donner, moi, c'était la carte de la radiation solaire. Je vais demander à l'élève de décrire la répartition et de trouver 2 couches à mettre en lien avec cette répartition dans la classe numérique. Pour apprendre quoi? Eh bien, pour apprendre tous les repères spatiaux, enfin toute une série de repères spatiaux à l'échelle de l'Afrique, et pour remobiliser aussi le modèle de la circulation atmosphérique. Donc, vous voyez, j'ai fait cet exercice sur l'Afrique à partir de la carte de la radiation solaire parce que je voulais faire apprendre des choses bien particulières par rapport au programme. Et donc, suggérez-moi quelques idées. Alors, pour vous guider par rapport à ces situations d'apprentissage, je vous rappelle que sur le portail de géographie, dans la partie ici, il y a un petit bouton « Matières à prioriser ». Et dans les matières à prioriser, il y a les matières de 5e année par rapport au programme de 2018. Et on a mis des éléments essentiels par rapport aux apprentissages en termes de compétences
voilà ce qui est essentiel, propre à la 5e année. En termes de savoir, voilà ce qui est essentiel, propre à la 5e année. Donc, je n'ai pas recité tout ce qui était remobilisable de la 4e. Hein. Donc, ça, c'est en plus qu'il faudra les revoir. Et au niveau des modèles spatiaux, voilà ce qui est propre. Enfin, en tout cas, ce qu'il faudrait vraiment réactiver en 5e année, même si ça a déjà été activé en 4e. Donc, ça peut vous aider à imaginer l'une ou l'autre situation, en tout cas, aller à l'essentiel. Je dis aller à l'essentiel, c'est peut-être intéressant cette année-ci de concevoir un cours de 5e année comme étant un cours qui va aller à l'essentiel, puisque vous vous rappelez que l'an dernier, tous nos élèves qui étaient en 4e année ont quand même vécu une fin d'année qui était très particulière. Hein. Dans beaucoup d'écoles, les élèves n'ont plus été là, et donc il y a toute une série d'apprentissages qui n'ont pas été réalisés. Et donc je pense que vous ne devez pas vous mettre sur le dos de revoir tout ce qui devait être vu en 4e. Donc vous restez bien avec vos apprentissages de 5e, mais allez à l'essentiel. Parce que vous allez voir qu'en allant à l'essentiel, notamment quand j'ai remobilisé ici le modèle de la circulation atmosphérique, je me rends compte qu'il y a un tas d'élèves qui en 4e n'ont pas intégré ce modèle-là, et donc je vais devoir leur travailler de différentes manières en 5e. Donc ici, on a déjà proposé 2 exemples. Un exemple sur les ressources forestières, bois et énergie. C'est pas évident hein, d'identifier les ressources forestières, la déforestation, notamment en lien avec l'exploitation pour le bois de chauffe. C'est vraiment très très compliqué. Si vous travaillez au niveau du Congo, c'est pas évident, du bassin du Congo, parce qu'il y a une déforestation par le brûlis qui est autant liée à l'activité agricole qu'aux besoins de bois de chauffe. Et au niveau de l'Amazonie, le problème, c'est que 80% de la déforestation en Amazonie, c'est pour de l'élevage extensif, c'est pas pour du bois de chauffe. Donc on n'a pas vraiment de données pour ça. Le sujet est intéressant, mais je n'ai pas l'information spatiale pour le faire. Donc décrire les zones forestières les plus à risque durant la saison estivale. C'était dans l'idée de rappeler les zones climatiques, en fait, d'insister sur les risques. Enfin, c'est un rappel des risques de 4e sur les zones à risque par rapport au risque d'incendie, donc les zones qui seraient plus à risque que d'autres, et la sécheresse, le niveau hydrographique dans certaines régions. Si on mettrait en opposition le niveau hydrographique et le climat, d'une certaine manière. Ok. Donc on voit bien qu'ici, on est dans la consolidation d'un savoir, ou de savoir, hein, d'accord? J'insiste pour qu'on se pose toujours la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que je fais ça et donc je suis à quel niveau. Donc si c'est la consolidation de savoir, je ne passe pas 3 mois dessus. Hein. C'est de la consolidation. Je vais le faire à dose plutôt homéopathique, peut-être plusieurs fois dans l'année, même pas passer trop de temps là-dessus. Il faudrait aussi aborder des choses nouvelles. Donc je vois une proposition sur les mines de fer au Brésil. Donc ce que l'élève doit faire, c'est noter une carte par rapport à une coulée de boue. Là, donc on est plutôt dans un cours de quelle année là? 5e. Pardon? 5e. Ah oui, donc ici on est bien sur les risques liés aux aménagements, donc ok, on est bien en 5e, excusez-moi. C'est parce qu'il y a aussi la notion de risque, on aurait pu l'aborder en 3e aussi, mais c'est vrai que ça colle tout à fait avec le cours de 5e, ça. Donc là, ce sont des risques liés aux aménagements miniers, c'est ça. Donc ça marche très bien pour un sujet de 5e, effectivement. Donc les flux qui sont du minerai, donc on propose les flux de minerais peut-être par rapport au coltan. Oui, effectivement, là, on va pouvoir travailler tout ce qui est la conceptualisation liée à la mondialisation. Donc, il y a l'énergie éolienne en Grande-Bretagne. Donc, on va décrire la répartition spatiale des implantations des éoliennes et trouver des repères qui contribuent à expliquer. Trouver des repères, ce serait plutôt trouver des cartes qui permettent de justifier cette implantation. Donc, pourquoi est-ce qu'on met des éoliennes à un endroit et pourquoi on en met moins à d'autres endroits? Je vais vous montrer une carte des éoliennes à ce niveau-là, qui est assez intéressante aussi. Donc voilà, par exemple, la répartition en points des éoliennes en Europe en 2016. C'est assez étonnant, hein? Et donc, vous allez voir que les élèves, rien que le fait de décrire des choses en 5e année, d'abord, ça va les interpeller, ça va soulever énormément de questions. Hein? Et donc, c'est bien ce que je disais hier dans cette première partie, la description est source de questionnement en géographie, en dehors du fait qu'elle va me permettre d'apprendre de nombreux repères spatiaux. Et donc, quand les élèves vont prendre la carte de la densité des vents, par exemple, ils vont voir que cette densité des vents, elle n'est pas importante là où sont les éoliennes. Et qu'il y a plein d'endroits où la densité des vents est particulièrement importante et où il n'y a pas d'éoliennes. Et on va voir que la répartition des éoliennes, elle correspond plus ici à des limites politiques.
Et donc que l'implantation d'éoliennes dépend largement de choix politiques. Et donc il n'y a pas de déterminisme physique par rapport à l'implantation des éoliennes. Il y a des choix politiques où, à certains endroits, on a volontairement développé l'implantation d'éoliennes, même si les facteurs n'étaient pas les plus favorables. Et à d'autres endroits où les facteurs étaient très favorables, politiquement, on a choisi de ne pas implanter des éoliennes. Alors après ça, on pourrait prendre la carte, par exemple, des centrales nucléaires à l'échelle de l'Europe, et on verrait que la densité des centrales nucléaires en France, elle est plus importante. Voilà, c'est un facteur, je ne l'ai pas mobilisé ici, mais on pourrait mobiliser pour faire un lien avec des... Oui, on va commencer à comprendre les enjeux qu'il y a par rapport aux énergies à partir de documents de ce type-là. Mais ça va en même temps renseigner sur des réalités. Et donc, quand on me dit qu'en Belgique, il y a beaucoup d'éoliennes, oui, d'accord, mais enfin, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs en Europe. Maintenant, si on change d'échelle, je ne vais pas le faire parce que la carte met vraiment beaucoup de temps à s'actualiser ici. C'est pour ça que j'avais préchargé avant la présentation. Mais vous allez voir qu'à l'échelle du monde, l'Europe, c'est vraiment la zone la plus densément occupée par des éoliennes. Et donc, c'est vrai qu'en Europe, par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'Asie, on a vraiment une volonté politique plus importante en termes d'énergie renouvelable. Même si les plus grands champs d'éoliennes ne sont pas en Europe. Donc les plus grands champs d'éoliennes, on va les trouver en Chine. Quand on parle de plus grands, la plupart du temps, c'est en Chine maintenant, en Chine et aux États-Unis. Voilà, il est 16h30. C'est la fin de la journée pour tout le monde. Donc je vous ai montré quelques exemples. Vous avez vu un petit peu l'optique dans laquelle on allait. Alors maintenant, je n'ai pas parlé de la planification, mais je peux la faire en 2 minutes. La planification, vous voyez que dans l'esprit du programme, elle n'a pas été pensée en termes de thématique. Donc on ne s'est pas dit, pendant la moitié de l'année, on va parler de tel sujet, pendant un tiers de l'année, on va parler de tel sujet, et pendant le reste, on va parler de tel sujet. Pas du tout, on s'est dit simplement, il y a un ensemble de savoir-faire et de compétences à mettre en place auprès des élèves. Mettons-les progressivement en abordant toute une série de cas qui nous paraissent intéressants, qui sont en lien avec l'actualité ou qui sont en lien avec les intérêts de mes élèves. Et mes élèves ont des intérêts qui peuvent être variables d'un endroit à l'autre. C'est clair que quand je vais parler d'aménagement du territoire, si je suis à Bruxelles ou à Arlon, je ne vais pas traiter les mêmes sujets. Et donc, on a intérêt aussi à s'adapter au contexte dans lequel on se situe pour aborder des sujets différents et puis tenir compte de l'actualité. Le cas du coronavirus a donné plein d'opportunités en termes d'apprentissage, notamment sur la vulnérabilité des territoires, notamment en 5e année, en lien avec la mondialisation. La mondialisation est un facteur qui a aggravé la vulnérabilité de certains territoires. Je vous donne un exemple. Donc, vous connaissez sans doute la carte de Hopkins qui donnait au fil du temps la répartition du Covid. Voilà. Donc ça, c'est une capture de la carte du Covid que j'ai fait au 14 mars 2020. Et donc, on voyait au 14 mars 2020 que les principaux espaces affectés par le Covid, et donc on pouvait demander aux élèves de trouver des composants de l'espace qui permettaient de justifier la diffusion du Covid à cette date-là. Et donc, une des couches que les élèves pouvaient prendre, c'est par exemple la couche qu'on va trouver par défaut sur l'atlas de 5e année. Le temps que la carte s'ouvre, je vais supprimer juste une couche. Voilà. Donc voilà une des cartes qui était une carte clé pour comprendre la diffusion du Covid. Donc c'est la carte des flux aériens. Donc on voyait ici où étaient les territoires les plus vulnérables. Il fallait ajouter évidemment à ça une autre couche, une couche de base pour comprendre la vulnérabilité des territoires. C'était évidemment cette couche-là. Donc la carte des densités de population. Et donc si on combine les flux de population et les cartes des densités de population, on va comprendre en grande partie la diffusion du Covid. Dans son premier temps, par après, il y a un tas de facteurs.